Bonjour. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'intitule Mes années MLAC. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, un mouvement auquel j'ai participé activement à l'époque. Si vous questionnez des jeunes femmes aujourd'hui, si vous leur demandez euh, si elles savent à quand remonte la loi qui a libéralisé l'avortement en France, elles sauront plus ou moins qu'elle date des années 70 et que nous la devons à Simone Veil. Par contre, elles ignorent presque toutes les mouvements qui ont conduit, je dirais même acculé le gouvernement Giscard à modifier la loi de 1920. Alors, on pourrait se demander pourquoi j'ai attendu 50 ans pour écrire ce livre. En partie parce que je suis révoltée de constater que l'histoire du MLAC est tombée dans les poubelles de l'histoire. Pourtant, nous avons joué un rôle déterminant. Mon propos n'était pas de faire un récit historique ou sociologique. Il y en a d'excellents sur Internet à propos de tous les mouvements qui ont contribué à amener cette loi. J'ai eu envie de revisiter mes souvenirs de cette époque. Et je revendique l'aspect subjectif de ce récit. Et pour finir, je dirais, avant de lire un extrait, je dirais que quand on veut conserver un acquis, il est toujours bon d'en connaître son histoire. Maintenant, je vais vous lire un extrait. Pendant plus de 2 ans, le MLAC a pris en charge les avortements d'un grand nombre de femmes. Mais nous ne pouvions pas répondre à toutes les demandes. Nombreuses étaient celles qui devaient partir en Hollande ou en Angleterre. Nous avons organisé des voyages collectifs en car, et ce, au sus et au vu de tous. Chaque semaine, nous avons accompagné des centaines de femmes à Londres et à Amsterdam pour veiller à ce que leur avortement se passe dans les meilleures conditions. Le MLAC a été la cible de mouvements Laissez-les vivre qui s'est déchaîné contre nous. En règle générale, nous affichions un serein mépris vis-à-vis de ces bigots fanatiques dont nous avions sous-estimé la détermination, jusqu'au jour où nous avons appris qu'ils avaient appelé à une manifestation à la gare du Nord, à l'heure précise où les femmes partant pour Amsterdam devaient se regrouper. Nous avons aussitôt organisé une manifestation. Je n'oublierai jamais le spectacle qui nous attendait lorsque nous sommes arrivés. À l'époque, le toit de la gare du Nord était une splendide verrière dans le style Baltard. J'imagine que la scène se passait en hiver, car un halo de brume enveloppait le décor, créant une atmosphère surréaliste très photogénique. Environ 300 adeptes de Laissez-les vivre avaient répondu à l'appel de leur mouvement. Par-dessus, feutres, cache-nez, tout chez eux était grisâtre. Ils n'étaient pas tous vieux, mais paraissaient l'être. J'ai noté parmi eux la présence de quelques adolescents effacés et boutonneux. Laissez-les vivre avaient poussé le ridicule jusqu'à déposer une gerbe de lys blanc ornée d'un ruban sur lequel on pouvait lire « À la mémoire de nos fœtus non nés ». Il fallait le faire, non? Pour parfaire leur pathétique mise en scène, ils ont, tout en s'agenouillant et en égrénant des chapelets, entonné en chœur l'Ave Maria. C'était un spectacle hallucinant. Nous étions à peu près le même nombre qu'eux. Nous nous sommes rassemblés de l'autre côté de la gerbe et nous leur avons opposé un magnifique doigt d'honneur. 2 cordons de flics s'étaient répartis de chaque côté de la manifestation. On voyait bien qu'ils avaient du mal à ne pas rire. J'étais à la fois actrice et spectatrice de l'événement. J'étais consciente du surréalisme de la situation. Je n'arrêtais pas de déplorer que Charles Belmont et Marie-Lise Sartelle ne soient pas présents pour capter ces images pour leur film Histoire d'A. Peut-être que cette scène a joué un rôle dans mon désir de faire du cinéma, mais à l'époque, je n'en étais pas encore consciente.